Si vous aussi vous avez l'impression de manquer de souffle dans un quotidien à 1000 à l'heure, si l'état du monde vous questionne et que vous avez envie d'explorer de nouvelles façons d'être au monde et de faire société, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Habiter poétiquement le monde. Je suis Claire Barbery-Giletti et dans ce podcast, je pars à la rencontre des éclaireurs, ces chercheurs, artistes, explorateurs, thérapeutes qui nous relient à la beauté du vivant et proposent des pistes concrètes, sensibles, pour créer un monde où il fait bon vivre. En plus des interviews, vous trouverez sur ce podcast des capsules poétiques sous la forme de courtes lectures. Et si le podcast vous inspire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le suivre sur les réseaux sociaux ou à me laisser un commentaire ou une note sur les plateformes. Belle écoute! Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, à mon micro, non pas un, mais deux invités, Julia et Andrés Ciafardini, professeurs et danseurs de tango argentin. Leur rencontre s'est faite à Buenos Aires, en Argentine, pays d'où est originaire Andrés. Installés à Bordeaux il y a plus de 20 ans, ils sont devenus des maestros reconnus pour la qualité de leur enseignement partout en France et en Europe. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je prends des cours avec eux et je suis ravie de les avoir sur Habiter poétiquement le monde. Dans cette interview, nous plongeons ensemble dans l'âme du tango argentin, une danse fascinante, mais aussi dans le parcours d'un couple inspirant aux grandes qualités humaines qui a su créer autour de lui une communauté de passionnés. Belle écoute! Bonjour Julia et Andrés. Bonjour Claire et merci beaucoup de nous accueillir. Oui, nous sommes vraiment ravis. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Pour commencer, comment est-ce que vous définiriez ou vous présenteriez le tango argentin de piste à quelqu'un qui n'en a jamais vu? Oui, c'est une danse, mais c'est une rencontre avec plusieurs facteurs qu'il faut réunir parce que c'est une connexion avec sa partenaire, avec la musique, que c'est vraiment une très très forte relation avec la musique, bien sûr, comme toutes les danses, non? Mais il faut établir aussi une connexion avec toutes les autres personnes qui sont dans la piste. Et c'est pas une danse en solitaire, c'est pas une danse chorégraphique, sinon c'est une danse à improvisation. Et cette improvisation, il doit se passer avec l'accord de ces trois éléments, la musique, la partenaire, mais aussi les autres. Donc, la danse en société. Et ça génère beaucoup d'adrénaline, ça génère beaucoup de moments de tension, de passion. Et comme la vie même, elle est pleine de petites choses qui vont faire que les personnes, soit ils se prennent au jeu, et soit ils commencent à comprendre cette culture d'émotion et de partage, et soit on accroche, soit on n'accroche pas. Donc, le tango argentin, c'est une danse, mais à la fois aussi, c'est un moment de partage avec plusieurs éléments. Et beaucoup de connexions, du coup. Oui, c'est la rencontre aussi avec un pays, avec l'Argentine, avec toute leur culture. Et c'est vrai que c'est ça qui est magnifique. C'est pas avant tout qu'une danse, mais on rencontre énormément de choses aussi. Et c'est une manière de découvrir les Argentins par le biais de cette danse. Ouais, on reviendra toi sur aussi ta rencontre justement avec l'Argentine parce que c'est vraiment important. On dit souvent du tango, enfin pour les gens qui connaissent pas, que c'est une danse qui est sensuelle et qui est technique. Est-ce que vous, c'est comme ça que vous décririez, c'est les adjectifs qui vous viennent? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez du tango? Moi, je pense qu'avant tout, c'est le partage. Le partage avec son partenaire, mais le partage aussi avec tout un groupe et tous les passionnés de cette danse et d'une culture et de l'Argentine. La sensualité, c'est vrai qu'il vient d'une vision extérieure à la personne qui voit le tango de l'extérieur, parce que bien sûr, pour avoir une osmose et une connexion entre deux personnes qui parfois ils se connaissent même pas, il y a une telle osmose et une telle... on est tous les deux imprégnés l'un de l'autre pour pouvoir partager des émotions qu'on ressent avec cette musique et pour pouvoir gérer notre espace, qui génère vraiment une complicité difficile parfois à comprendre. Et ça se mélange entre la complicité, entre la séduction.
Et donc, oui, ça peut générer un visuel extérieur de séduction, mais c'est plus profond que ça, cette séduction interprétée par les autres. En sachant qu'il y a aussi beaucoup de clichés aussi dans le tango. Après, nous parlons del tango de piste, del tango de bal, del tango que nous pratiquons. Mais après, c'est vrai que quand on regarde des films avec les filles collantes, récits, la rose dans la bouche, tout ça, le tango il est parti dans certains clichés, parfois pour les films, pour oui, certaines surtout choses. En Europe. Que ce n'est pas le tango que nous pratiquons. Et c'est ce qui m'a fascinée quand je suis partie en Argentine, parce que c'est vrai que par mon premier métier, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier. Et c'est vrai que l'accueil en Argentine était vraiment incroyable. Et cette danse m'a permis de remettre le sujet de l'accueil, de tout ce sont les Argentins. Vraiment, cette danse m'a vraiment décrit tout mon séjour que j'ai eu là-bas. Donc, ça m'a permis, de vraiment encore plus les comprendre. Mais c'est vraiment, cette danse, c'est vraiment l'image de leur pays, finalement. Oui, on peut vraiment pas dissocier le tango de l'Argentine. Non. Et justement, pour revenir sur cette rencontre que tu as faite avec le tango et ensuite avec Andrés, est-ce que tu peux me raconter, toi, tu étais partie pour faire du cheval, c'est ça? Tu travaillais dans le milieu du cheval. L'équitation a toujours été ma passion, elle est devenue mon métier. Je travaillais avec mon père qui avait des chevaux de course et après j'ai gagné un concours avec France Gallo. Donc France Gallo, c'est la société du monde des courses. Et en 2000, ils ont décidé d'aider des jeunes déjà qui étaient dans ce monde-là. Et donc j'ai gagné ce concours et je pouvais choisir dans différents pays, autant les États-Unis qu'Hong Kong ou voilà. Et j'ai choisi l'Argentine parce que c'était finalement le seul pays pour moi qui parlait espagnol. Donc en premier, voilà, c'était la culture latine qui m'attirait plus. Donc, j'ai choisi ce pays et donc je suis partie pour un contrat de 6 mois dans un hara, le hara Abolengo, qui était finalement à la ville de la capitale des haras nationaux, qui est Deauville en France et qui est Capitán Sarmiento en Argentine. Donc voilà, je suis partie pour un contrat de 6 mois et je crois que c'est à peine une semaine après d'être arrivée où on m'amène dans une petite milonga dans la province de Buenos Aires. Et là, je rencontre le tango et ça a été vraiment une fascination parce que déjà, l'accueil, quand je suis arrivée là-bas, avait été incroyable parce que les gens sont vraiment d'une gentillesse extrême. Donc ça, c'était vraiment super. Et finalement, ce tango, quand je suis arrivée dans ce lieu, j'ai vraiment découvert énormément de partage et plein de choses qui ont fait que j'ai désiré connaître un peu plus ce sentiment. Ils disent toujours que c'est un sentiment qui se danse finalement. Et donc, c'est ça qui m'a amené plusieurs fois à revenir. Et après, on s'est rencontrés avec Andrés. Ça, c'était finalement qui était à part au tango. Bien sûr, ça nous a créé notre union. Mais l'amour de cette danse, voilà, c'était pas vraiment la danse en elle-même qui m'attirait, mais c'était tout le contexte et cette culture argentine qui, dès que je suis arrivée, m'a fascinée finalement. C'est hyper intéressant et ça répondait à une question que je me posais avant que vous veniez. J'ai l'impression que les maestros et les grands danseurs de tango sont des gens qui ont énormément de cœur, qui ont des très grandes qualités humaines. Et moi, j'ai pas fait beaucoup de séjours en Argentine, j'en ai fait un. Mais j'ai rencontré Sylvie Navals, qui pour moi est une très très grande dame avec un cœur immense. Je vous ai rencontré vous et je vois aussi toutes les qualités humaines, comment est-ce que vous vous comportez avec vos élèves. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça qui est très particulier. C'est pas uniquement une danse, on va dire, avec des qualités techniques qui sont évidemment là, mais c'est autre chose qui donne une autre ampleur au tango. Oui, c'est la culture qui va avec. Finalement, quand le tango argentin se dissocie de cette culture autour del tango, on parlait toujours du code de la piste, du code de la milonga, pour dire un mot, parce qu'il faut faire le mot code, ça peut un petit peu créer un peu des gens qui ne sont pas trop d'accord, mais on l'appelle le code pour ne pas dire la culture en elle-même. Bien évidemment que quand nous sommes en Europe ou en notre continent, que ne soit pas l'Argentine ou l'Amérique du Sud, il y a aussi une autre culture qui accueille la culture argentine. Donc on ne peut pas imposer. Le tango se transforme un petit peu, mais moi, je n'aime pas trop quand on perd totalement ce que tu disais, les codes ou l'empreinte, la part de l'Argentine qui est avec cette culture.
Parce que si on garde un petit peu la culture de base et on transforme un petit peu avec les cultures européennes ou d'autres continents, et on va pouvoir faire quand même un mélange d'un renouveau tango argentin ou une nouvelle proposition en gardant toujours ces bases fondamentales qui font à la culture tanguera. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, les gens me disent oui, mais tu es un peu fermé, pourquoi? Non, je ne suis pas fermé, tout le contraire. C'est grâce à ça que le tango continue à vivre, grâce à ces mélanges un peu culturels qui font que le tango s'adapte, se transforme et continue à vivre sans perdre les racines de base et la culture de base. Oui, cette convivialité, ce partage qui est vraiment, qui fait partie d'un pays qui est pour ça qui est incroyable. On le voit bien dans les différents sports. Ils disent toujours que quand il y a un Argentin dans le groupe, ça a toujours, c'est leur culture qui est fascinante pour ça. Et c'est vrai que c'est ça qui est super intéressant. Et ce qui démontre bien le tango, quand on maintient cette culture de l'Argentine, il définit énormément de choses. Et c'est ça qui est pour nous super important, de maintenir ça, ce groupe, l'effet du partage, de profiter. Moi, je sais que quand j'étais là-bas, ils me disaient toujours arrête de tout calculer, arrête de faire des programmes, arrête de faire des plannings. Ici, on vit au jour le jour, détends-toi, déstresse. C'est vraiment une manière qui est totalement différente à notre vie européenne. Et ça, c'est ça qui est super. Et dans le tango, il y a les fameuses pauses, les fameux moments où on doit se canaliser, profiter. Et on retrouve beaucoup de choses dans cette danse qui est, leur manière de voir les choses. Donc, c'est ça qui est magnifique pour moi. Et j'apprends énormément de choses. Et encore maintenant, j'essaye de l'inculquer à mes enfants, cette philosophie de vivre finalement. Pour revenir sur votre rencontre, donc vous vous rencontrez à Buenos Aires, vous commencez à danser ensemble. Toi, Julia, tu t'installes en Argentine. Comment ça se passe? Combien de temps dure cette période? Vous habitez ensemble, vous vous imprégnez vraiment du tango ensemble avant de rentrer en France? On a très très vite habité ensemble parce que c'est vrai que dans le monde des courses et au haras où je vivais, les chevaux... c'est une profession qui amène à beaucoup d'argent. Et bien sûr, ils ont toujours souvent des risques on va dire, c'est la vie en Argentine aussi peut être compliquée pour d'autres situations plus embêtantes. Donc, mon patron en Argentine ne désirait pas que je sorte le moins possible, on va dire, du haras parce qu'il y avait des risques, de vol ou des choses, qui fait partie aussi, malheureusement, de l'Argentine. Donc, il m'a dit, ça va être compliqué de sortir, rentrer, ressortir, rentrer. Et donc, il m'a conseillé, de vivre à l'extérieur du haras et de venir seulement travailler. C'est là où on a décidé d'habiter ensemble et que c'était le plus simple. Comme ça, moi, je rentrais le matin, j'avais les codes, tout personnel pour rentrer au haras et je ressortais le soir. Mais il y a énormément de sécurité. Donc, je pense que c'est malheureusement le point faible en Argentine et peut-être en Amérique du Sud. C'est ça souvent qui fait que les Argentins, des fois, décident de quitter leur pays. C'est le point faible, malheureusement. Donc, c'est là, à ce moment-là, ça est allé très vite, je crois, au bout d'1 mois qu'on a décidé de vivre ensemble. Parce que moi, je dansais, mais moi, je travaillais à la mairie, j'étais fonctionnaire, je travaillais à la secrétariat d'action sociale, je sortais à 13h de l'après-midi, et j'avais tout mon après-midi pour faire jusqu'à lendemain, 7h. Voilà, tout mon après-midi pour pouvoir faire mes passions. Mais je ne gagnais pas l'argent avec le tango. Je dansais, on avait une petite troupe, on est allé jusqu'au Brésil à faire des petites tournées. Mais souvent, on sortait l'argent de notre travail pour nous acheter les costumes, les chaussures. C'est que le tango ne nous donnait jamais, on ne gagnait rien avec le tango. C'était juste une passion. Et heureusement que quand on est venu ici en Europe, cette passion, ça puisse se transformer en un métier. Et on a fait tous les deux notre métier de cette passion. C'est pour ça qu'on reste aussi passionné de notre travail, parce que ce n'était pas choisi comme un métier au départ. Donc, quand je connais Julia, moi je dansais, mais elle ne dansait pas du tout.
Donc, ça s'est fait de zéro. Le couple, on l'a fait, on l'a formé de zéro et pour les circonstances de la vie. Oui. On n'a pas dit on va être danseur de tango. La danse en elle-même peut-être ne m'attirait pas. Je suis pas le monde de la danse était pas du tout dans mon éducation, tout ça. Mais c'était plus le tango en lui-même qui me fascinait parce que voilà, ça me rapportait à ce lien que je commençais à avoir très fort avec les Argentins. Ça m'a rapporté aussi avec l'équitation, qui est une connexion non verbale. Donc, il y avait beaucoup de choses et je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, c'est pour ça que pendant 6 mois, j'ai vraiment continué mon métier au haram et je sortais beaucoup dans le monde du tango pour comprendre ce langage, comprendre leur culture qui m'a fascinée. Et il y avait aussi notre relation qui était ensemble, qui était très forte et qui a mûri. Et je pense que c'était donc mon contrat était de 6 mois et quand est arrivé les fêtes de Noël, je l'ai invité à venir en France rencontrer ma famille. Ok. Voilà, on est reparti en Argentine pour continuer. Finalement, j'ai continué un contrat qui s'est prolongé et Andrés était fonctionnaire, donc la mairie l'attendait. Donc voilà, on est rentré en Argentine, on est resté 4 ou 5 mois de plus. Et c'est là où Andrés m'a dit, oui, tu te rappelles ce monsieur à Bordeaux qui m'a dit, ça serait bien d'avoir un Argentin à Bordeaux pour donner des cours. Parce que c'est sûr qu'un des cours par un professeur argentin, par sa culture, par tout ce qu'il peut apporter, c'est pas que danser. C'est ça qui, c'est vraiment, c'est toute cette culture-là que eux peuvent apporter. Même moi, si c'est quelque chose qui m'a fascinée, je ne pourrais jamais autant apporter que eux. Que ça leur appartient. Donc là, on a monté ce projet. J'en ai parlé beaucoup à mon père, qui a toujours beaucoup, aimé ses enfants et qui voulait toujours qu'on soit heureux. Donc là, il a monté lui le projet, mon papa, de faire en sorte qu'on rentre en France et qu'on monte ce projet d'enseigner le tango argentin. Et là, tout s'est lancé finalement fin 2001. Fin 2001, on rentre en France avec tous les papiers pour Andrés et on commence à enseigner. Il commence à enseigner sur Bordeaux. J'étais seulement la traductrice Et de petit à petit, de traductrice, je suis vraiment devenue encore plus passionnée. Je quitte mon métier et là, on se met vraiment en 2003 ou 2004. On forme vraiment quelque chose de professionnel. Dès 2001, Julia, évidemment, pour expliquer, elle me servait de partenaire, bien évidemment. Donc, petit à petit, elle dansait avec moi, elle dansait, mais c'est vrai que le couple se lance dans des premiers stages au festival autant que Julia et Andrés en 2002-2003. Oui, 2003. Parce que 2002, on était déjà le Mans en temps fort, et c'était 2002, oui. Peut-être pour revenir sur les fondamentaux du tango, notamment la marche, la connaissance, on en avait déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre en priorité à vos élèves et notamment à des élèves qui sont débutants? Pour vous, ça commence par où le tango? Le plus difficile, c'est de connecter les personnes, les couples dans la vie aux personnes inconnues. Le plus difficile, c'est de les mettre en relation de connexion et de partage. C'est qu'à partir de là, que la création de cette connexion ensemble, ça c'est le plus difficile. Parce qu'au départ, on cherche une petite chorégraphie pour se rassurer. Et quand on fait marcher des personnes et on explique la façon d'être connecté, c'est pas toujours évident. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir improviser. Longtemps, les gens ne se connectaient pas, donc on leur donnait des petits pas références, comme le thème de la salida ou des 8 pas basiques qu'on appelle. Il y a le pas basique. Ce sont des figures avec lesquelles on se rassure parce qu'on a quelque chose pour faire ensemble. Et bien maintenant, plus le temps a passé et plus on va directement, on les met en connexion, des abrazos et on les met à marcher et à ressentir des choses ensemble. Donc on a commencé dès le départ à éliminer ces petites chorégraphies bien rassurantes pour l'élève, mais que ça faussait un petit peu le départ de la connexion pour pouvoir improviser. Donc après l'étape passée, bien sûr, de la marche, le déplacement ensemble, les pauses
Et toutes les figures dans le tango, finalement, qu'on fait, c'est soit sur place, donc figure circulaire dans le tour, le déplacement et les poses. Mais tout ça, ça va être partagé et improvisé dans le moment. Donc, on ne peut pas dire on fait 3 pas et on va s'arrêter, on fait un pas à côté, on fait une pause. Non, parce que en le moment venu, ça peut être tout le contraire. Donc, la priorité et le plus difficile à faire comprendre, c'est la connexion. Et la deuxième partie, c'est l'interprétation de la musique. Oui, qui est très importante, puisqu'on ne peut pas parler de tango sans parler de musique. Tout à fait, c'est ça qui est c'est important et c'est le rythme aussi. Quand nous marchons, on a déjà un rythme qui est en nous, un rythme qui est et finalement, c'est revenir à l'essentiel. C'est aussi apprendre à reconnaître notre propre marche, apprendre à se reconnaître soi-même. Et c'est ça, nous, la première année, c'est vraiment où l'élève doit aussi pouvoir se recentrer, vraiment avoir connaissance, redevenir vraiment autonome de toute cette gestuelle. Parce que plus on est autonome soi-même, plus après 2 personnes peut se connecter. Ça, c'est vraiment très, très important. Et pour la femme, la première année, c'est savoir faire tout ce que nous faisons en avant. La femme le fait 80%, c'est tout ce qui est une marche arrière. Donc, tout ce qui est les marches arrière, il faut faire énormément confiance à son partenaire. Mais pour avoir confiance en son partenaire, il faut avoir confiance en soi. Donc, c'est vrai que c'est tout ce travail de lien. C'est pour ça que c'est important que l'élève, on le voit dès le premier trimestre, qu'il doit vraiment prendre confiance en nous, parce que c'est seulement en ayant confiance entre l'élève et le professeur que déjà la connexion se crée entre le professeur et l'élève. Et après, petit à petit, on voit que le couple aussi arrive à se connecter avec différents partenaires. C'est ça l'idée. L'idée, c'est ça en premier, c'est avoir cette marche parce que c'est notre marche de la vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui est rassurant et ça permet à rester des choses simples, pouvoir se connecter avec différentes personnes. Et c'est sûr que pour ça, les pas ne sont pas quelque chose d'intéressant pour le moment parce que si on rentre dans le côté trop intellectuel, finalement, on ne va pas à l'essentiel qui est la connexion avec son partenaire, la connexion avec nous, les professeurs et la connexion du groupe. Tout ça qui est essentiel, à mon avis, quand on rentre dans cette danse. C'est un chemin d'apprentissage, d'être en lien à de multiples niveaux, en fait. Oui. C'est ça. Oui, oui. Et surtout quand je te parlais de la musique, c'est pas facile à comprendre tout le temps parce que chaque orchestre va changer son style, son accentuation, ses nuances. Chaque orchestre il a sa caractéristique, mais aussi à l'interprétation des personnes en question. Une femme va danser avec un homme, une musique, il va l'interpréter d'une façon. Même femme va changer de partenaire, il va danser la même musique, et ça va être totalement différent. Donc, on n'a pas une loi de le time, ça fait 1, 2, 3, 4, mais on fait toujours ta. Et ça, c'est vu, ça y est, j'ai compris la musicalité. La musicalité, c'est difficile à comprendre parce que ça change d'accord à l'interprétation des danseurs. Ça peut changer totalement. Donc, c'est ça le difficile parce que les personnes ils nous disent, bueno, d'abord, comme toutes les danses, il faut que je comprenne la musique. Et après, on fera le reste. Je dis, oui. Mais le tango, si je peux t'expliquer la musique de tango en un cours, on aurait changé la vie et l'histoire du tango. Parce que le tango, ça se comprend, la musique du tango se comprend avec le temps. Donc, il y a le temps basique, des choses comme ça, on peut comprendre très bien. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses cachées dans la musique du tango que plus on avance, plus on ouvre des portes et plus on découvre des choses. Donc, c'est long à comprendre la musicalité du tango. Et c'est une danse qui est aussi longue à apprendre. Moi, je me souviens, Sylvina, en Argentine, elle me disait, à 12 ans, on est encore un adolescent en tango. Moi, quand j'avais entendu ça, j'étais là, waouh, ça prend vraiment avoir du temps d'incorporer cette danse, de bien la comprendre en profondeur. Et puis aussi dans ce que vous transmettez, dans tout ce que vous enseignez, il y a les codes de la milonga, donc du bal, qui sont très particuliers. On parlait du KBCO lors du dernier cours. Donc, est-ce que vous pouvez raconter, pour ceux qui ne connaissent pas, comment est-ce que on s'invite à danser, donc hommes et femmes, puisque même si les rôles sont différenciés, une femme peut autant inviter un homme que l'inverse, mais il y a quand même des codes qui sont très précis. Oui, KBCO, finalement, il y a 2 personnes qui sont les personnes sont toutes dans la milonga, dans le lieu où on va danser.
Et il y a des personnes qui sont en train d'essayer de se regarder. D'abord, on fait le lien avec le regard. Ça veut dire qu'il y a déjà une complicité entre la personne qui est loin, elle n'est pas à côté de moi. Si elle me regarde, je la regarde. On tient 2 secondes le regard. Je lui fais un petit signe de la tête. Si la femme, elle me dit oui, avec un mouvement de tête, je me rapproche vers elle. Quand j'arrive à côté d'elle, elle se lève et puis on danse. Et ça, c'est l'invitation al cabeceo. Donc, c'est important de voir qu'on commence à créer le lien avant l'invitation. Si je regarde Claire, et Claire regarde vers le bas, j'ai compris, Claire, il n'avait pas envie de danser cette musique avec moi. Peut-être que plus tard dans la nuit, oui, ou dans la soirée. Et pareil pour Claire. Claire, elle me regarde, je voulais inviter quelqu'un de l'autre côté parce que... Et donc, je tourne le regard, donc le cabeceo ne se fait pas. En respectant ces codes, les gens sont beaucoup plus tranquilles. Chose que c'est très difficile en France pour le fait de qu'à Bordeaux, ailleurs, je donne l'exemple de Bordeaux, on se connaît tous, et on est tous amis, copains, on s'est vu déjà, et c'est difficile de pratiquer, je comprends. Mais quand on pratique ces codes, quand tu vas à Tarbes, à Pau ou à d'autres festivals, finalement, ça peut faire beaucoup plus facile les choses pour l'invitation. Je n'irai pas jusqu'à côté de toi si je ne te connais pas, te taper l'épaule pour te dire « Allez, tu danses ». Je ne sais pas. Donc, si je te regarde, le lien il peut se faire plus facilement. Ça laisse plus libre d'accepter ou de refuser. Pour autant, je trouve que c'est pas simple, notamment au début. Et aussi, surtout dans notre culture, parce que je trouve qu'on a perdu l'habitude de se regarder. On se regarde beaucoup moins et le regard peut vite être perçu comme intrusif dans les transports en commun, etc. Et là, ça me redemande d'être à l'aise avec le fait qu'on me regarde sans que ce soit intrusif, mais il y a quelque chose de l'ordre un petit peu du réapprentissage du regard. Tout à fait. Apprendre à se regarder, c'est dans notre éducation 2 fois difficile parce que dès enfant, on nous dit « mais pourquoi ne regarde pas, ça se fait pas, il faut pas regarder ». Or que c'est la clé dans beaucoup de choses. Et moi, c'est ce qui m'a fascinée quand j'ai commencé à fréquenter les milongas, parce que dans mon métier, dans l'équitation, on regarde beaucoup les animaux. C'est la première chose qu'on fait quand on observe l'observation de le moment son humeur du jour. C'est quelque chose dans mon métier qui était tout le temps et j'ai toujours beaucoup observé. Et c'est vrai que après dans la vie de tous les jours, il y avait cette éducation où je me rappelle même moi mes parents qui me disaient on regarde pas telle personne, on regarde pas. Donc il y a vraiment quelque chose qui est dans l'éducation. Et c'est ça qui m'a fascinée quand je suis arrivée dans les milongas parce qu'on voit bien et même quand on se balade dans Buenos Aires, on voit bien que les gens se regardent, s'observent. Il n'y a aucune méchanceté dans tout ça. C'est ça il peut avoir des petits compliments ou des choses, mais c'est toujours très subtil. Et c'est ça qui est incroyable dans le tango parce qu'on le retrouve finalement, cette fameuse invitation au regard. Et c'est vrai que quand on regarde quelqu'un, c'est seulement pour l'inviter à danser et vouloir partager c'est un moment avec cette personne, mais je pense que quand on regarde quelqu'un, tout simplement, c'est parce que cette personne a déjà eu, nous et lui, le désir de se regarder. Donc, oui. Attention, c'est pour ça que c'est important de connaître les codes des tango, comme on parlait tout à l'heure, et la milonga, parce que si je ne le connais pas, quelqu'un me regarde, je dis qu'est-ce qu'il veut, une fille peut le prendre mal. Mais si le professeur ou elle a pris les cours, ils les ont expliqué que ça existe. On n'est pas obligé, comme on dit, si on est tous les trois ensemble, je vais t'inviter, on est à côté, je ne vais pas m'éloigner pour te faire un cabeceo. C'est tout à fait compréhensible. Mais ça peut vraiment dédramatiser l'arrivée à une milonga où il y a des inconnus ou une personne débutante et les garçons ils vont commencer à regarder une femme ou le contraire. La fille va commencer à regarder les garçons et le garçon qui ne connaît pas les codes dit « Ah, cette fille me regarde, il peut partir ailleurs. » Pendant que c'est juste une invitation, comme tu disais, de part de la femme. Bien sûr que la femme peut inviter. De cette façon-là, ça se passe tout en discrétion et avec les codes. Donc c'est important de les expliquer ces codes-là para que
toutes les personnes, soit débutantes, intermédiaires ou avancées, ou qui dansent depuis 12 ans ou depuis un an, qui aient les mêmes possibilités d'inviter et d'être invités. Ce travail autour de la culture et de la transmission de la culture, c'est ce que vous faites maintenant depuis plus de 20 ans. Pour terminer cet échange, je voulais vous demander comment est-ce que votre pratique d'enseignement en couple, elle a évolué. Tu disais tout à l'heure, Julia, qu'au départ, tu assistais plus ou moins Andrés et puis ça a changé, ça s'est transformé. Moi, je suis très touchée dans vos cours par la complémentarité qu'il y a entre vous deux. Je faisais du tango dans d'autres endroits à Paris. C'est pas forcément toujours le cas. Parfois, il y en a un qui va prendre un peu plus l'ascendant sur l'autre. Il y a parfois une sorte un petit peu, pas de lutte, mais voilà, de tâtonnement pour que chacun trouve sa place. Et je trouve que vous, dans la façon dont vous enseignez, il y a une très belle complémentarité. Comment est-ce que ça s'est fait? Je vais donner mon avis, après je vais le sien. Mais ça s'est fait petit à petit et ça fait un petit peu un reflet parce que nous sommes mariés, mari et femme, et puis on a 2 enfants, on a vie ensemble. Et on est déjà comme ça dans la vie, dans notre couple. Petit à petit, on a su revenir à notre métier, ce qu'on fait dans notre vie, dans notre couple. Finalement, chacun il a ses opinions. On n'est parfois pas d'accord dans le cours. Elle dit que je dis de ma façon, non. Mais l'important, c'est on parle les petites différences et interprétations, parce qu'il y a la technique de la femme, la technique de l'homme, leader, follower. Je comprends parfois que je ne suis pas d'accord, mais c'est tout à fait normal, parce que je le vois d'un point de vue différent. Et je respecte, comme dans la vie, je respecte la proposition de Julia, et on trouve toujours un accord pour que l'élève ne soit pas influencié par les avis directifs d'une seule personne. Moi, je suis le maître et sais comment je le dis. Ou je suis la maître et sais comment je le dis. Parce que parfois, il y a des hommes que je passe 15 minutes à vouloir faire comprendre quelque chose. C'est un homme, je suis un homme, je sais comment faire. C'est Julia qui vient derrière moi, qui arrive à débloquer le problème. Et parfois, ça arrive à l'inverse. Je arrive derrière pour une femme, elle n'a pas su le faire, pas pu le faire, et j'arrive et je le fais. Donc finalement, on a bien compris tous les deux que tous les deux, on est efficaces en conservant nos personnalités et nos propres vies. Ça veut dire que je ne le demande pas à Julia que soit comme moi et que dise les choses comme moi, comme je les pense. Et elle ne me demande pas à moi que je fasse pareil. Par contre, dans cette contrariété qu'on peut avoir dans les opinions, on retrouve quelque chose qui va dans le même sens, c'est de faire évoluer l'élève et faire passer le message. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas à la lutte, même si parfois on n'est pas d'accord, mais on laisse faire à l'autre pour qu'il y ait 2 possibilités à l'élève, 2 personnalités différentes, de comprendre notre danse et notre culture. Je crois qu'aussi, ça fait partie un petit peu de notre vie personnelle. C'est vrai qu'on a deux familles. Finalement, je suis allée chercher mon mari au bout du monde, hein, comme disait le pape Francisco. Mais ce qui est incroyable, c'est que finalement, nos 2 familles, autant la famille d'Andrés que ma famille, avait vraiment déjà cette force d'éducation, de respect. Et finalement, on a 2 familles vraiment dans la même identité et qui fait que cette union, elle s'est créée avec déjà une éducation qui fait que notre lien, il est fait de respect et d'énormément de choses on arrive à transmettre dans notre profession, dans la culture du tango. Mais c'est vrai que c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est qu'autant dans sa famille que dans ma famille, ce lien du respect, on nous l'a beaucoup éduqué. Et finalement, on s'est rencontrés dans quelque chose qui était vraiment, où on était déjà liés par ça. En sachant qu'au départ, ce n'était pas du tout comme ça et que nous, grâce à tous nos élèves en Bordeaux et en toute la France, nous allons donner des cours. On était au Maroc, on était des pays différents, comme le Maroc, comme l'Autriche, totalement des mondes différents, l'Allemagne. Donc, on a appris des différentes cultures et différentes personnes aussi, et on a appris un petit peu avec le temps. Ça veut dire que ce qu'on est aujourd'hui en tant que pédagogue et professeur, on dit que ça, on n'est pas fermé à l'évolution. Nous aussi, on apprend de vous,
de vous tous, de nos élèves. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne se met pas en profond. On n'a pas dit, on est le maestro, on est arrivé là. Pour nous, on a beaucoup d'évolution à faire. En cette époque-là, quand on a commencé, on pensait savoir plein de choses. Et on se rendait compte qu'on ne connaissait rien. Et peut-être que dans 2-3 ans, on va dire, ça fait 2-3 ans arrière, il nous manquait beaucoup encore. Donc, on ne se donne pas de limites pour l'évolution. Et ça, c'est grâce aussi à l'échange constant et à l'apprentissage avec les élèves et les gens qui sont autour de nous. Aujourd'hui, vous êtes extrêmement actif, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous donnez beaucoup de cours, à la fois sur Pompignac, sur Ézine, mais aussi des stages un peu partout en France. Vous avez réussi à créer à Bordeaux une grosse communauté de passionnés, et ça s'est fait au fil du temps, mais c'est quand même un énorme succès. Oui, on est vraiment très, très fiers, et ça, c'est aussi très important parce que c'est aussi tout le travail que peuvent faire toutes les associations en France et tous ces passionnés qui font que nous, on peut vivre de notre métier. Donc ça, déjà, on remercie tous les danseurs, tous les futurs danseurs, parce que c'est la France, pour ça, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle s'intéresse à toutes les cultures et elle a une ouverture d'esprit qui est super fascinante. Donc, c'est pour ça qu'on vit en France et qu'on est fiers de vivre en France, que je suis fière aussi d'être française, parce que c'est cette ouverture d'esprit qui fait que le tango peut autant évoluer et qui va encore beaucoup évoluer. Donc, ça, pour nous, c'est un grand merci. Et oui, après, on aime travailler. Je crois que c'est encore, ça fait partie de notre éducation, de nos deux familles, que le travail, c'est essentiel. Il faut travailler, il faut évoluer. Il y a pas de secret. Et on sait pas faire autrement. Il y a que des mots de remerciement, bien sûr, à toute la population française. Ils sont intéressés pour le tango, comme je dis, c'est une danse technique, difficile, une culture aussi à apprendre avec. Et on est vraiment convaincus que ça va continuer à évoluer. Mais c'est vraiment un pays il y a beaucoup de collègues qui s'installent dans d'autres pays. Et c'est aussi, ça se développe, mais je pense que là, on est en un bon endroit. Et l'échange culturel entre la France et l'Argentine, je pense qu'il n'est pas que dans le tango, il y en a à travers le vin, et à Mendoza, et il y a plein de vignerons, de Français qui sont le savoir-faire. Là-bas, on a les terres, on a la vigne, mais c'est grâce à ces pages français aussi que ça a beaucoup développé. Donc, je pense qu'il y a un lien culturel très, très fort. Et nous, on profite en quelque part de ce lien culturel entre l'Argentine et la France pour continuer à développer le tango. Mais sans, par exemple, toi, avec ces podcasts que tu nous fais, et des personnes comme toi, il y en a plein qui mettent toujours aussi le petit grain de sable pour que cette culture et cette danse continuent à se perpétuer dans le temps et dans l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on dit merci à toutes les associations, tous les organismes qui font le tango en France, à tous les élèves, mais aussi à des personnes comme toi qui font toujours un peu plus pour que ça se diffuse. C'est vrai que le tango, c'est quand même une danse de passionnés. J'ai rencontré personne encore qui soit tiède par rapport au tango. Soit on y va à fond, soit on n'y va pas. Mais il y a quand même ce virus qui se prend et qui après reste d'une façon ou d'une autre. Ah oui, ça on aime, ça on n'aime pas. Ouais, moi, j'ai des élèves qui font 3 cours et on ne les voit plus. Un mois, il fait un mois d'essai, mais on ne les voit plus. Mais c'est normal, on le savait. Ou on ne les voit plus, ou ils ont été tellement touchés qu'ils me disent non, je ne peux pas continuer, ça me rappelle trop ma maman, ça me rappelle trop mon papa, ça me rappelle trop des souvenirs. Donc ça les touche tellement qu'ils préfèrent se protéger et pas continuer non plus. C'est ça qui est fascinant, c'est que ça rappelle à plein des choses de la vie finalement. Merci à tous les deux pour ce temps d'échange. Pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage, je vous invite à vous rendre sur le nouveau site internet de Julia et Andrés, www.juliaetandres.com, que je mettrai aussi dans la description de l'épisode. Et vous pourrez y retrouver toutes les informations sur leurs cours, mais aussi des vidéos de démonstration que je vous invite vivement à aller voir. Et quant à moi, je marque une pause estivale en août et on se retrouve à la rentrée de septembre pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Claire. Merci. Merci à vous.
jugaste demasiadas veces. No hay más mentiras que pueda creer. Mi fiel cariño se hundió en las penas sin consolar.